À tous et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette première édition du journal. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 juin 2026. Pour démarrer cette édition du journal, nous allons nous rendre à La Haye aux Pays-Bas où le ministre d'État, ministre en charge de la Justice, Guillaume Gueffah, est en mission, histoire de porter la voix de la République démocratique du Congo pour exprimer sa préoccupation liée à la lenteur du traitement de certains dossiers à la Cour pénale internationale. Sur place, nous rejoignons notre envoyé spécial, Eridis Kitutu, pour les explications. Qu'est-ce qui bloque l'évolution des enquêtes par la CPI en RDC? La réponse à cette question a conduit le ministre d'État, ministre de la Justice, Guillaume Gueffah à Tondoko Andali, au siège de cette cour à La Haye, aux Pays-Bas. Face à la juge Demoko Akani, présidente de la CPI, et son équipe, le ministre d'État de la Justice, ont examiné les actions menées par la CPI en RDC. Guillaume Gueffah a expliqué au cours de ces échanges les préoccupations du gouvernement congolais face à la lenteur de certains dossiers liés aux violations graves du droit international commises dans l'est du pays. Le ministre d'État de la Justice a également déploré l'absence des nouvelles poursuites contre Thomas Lubanga malgré sa condamnation antérieure par la Cour. Enfin, Guillaume Gueffah a plaidé de l'ouverture des bureaux de représentation de la CPI en RDC qui sont à ce jour fermés et aussi la situation de la sous-représentation de la RDC dans les organes de la CPI et a annoncé la candidature de la RDC comme juge à la CPI. Réagissant aux préoccupations du ministre de la Justice, le procureur a promis pour la question de sous-représentation à appliquer les critères géographiques et pour la candidature, il a conseillé faire une campagne forte pour que le candidat de la RDC passe de la mise en accusation et l'ouverture du procès afin de présenter les preuves irréfutables pour obtenir la condamnation des auteurs des crimes graves. Entre résilience et capacité d'adaptation, des milliers de réfugiés congolais installés au Burundi tentent de se reconstruire loin de leur pays. Sur place, ils multiplient les activités génératrices de revenus. Question d'essayer de tenir les débuts du mois. On voit cela avec Rigen Shindano. Ils ont fui les violences, abandonné leurs maisons, leurs terres et parfois une partie de leur famille. Aujourd'hui, dans les camps des réfugiés au Burundi, des milliers de Congolais tentent de se reconstruire, loin de leur pays. Parmi eux, des maçons, commerçants, agriculteurs, refusent de se laisser définir uniquement par les prismes de l'exil. Grâce à leur courage et à la solidarité des communautés burundaises, ils développent de nouvelles activités pour subvenir aux besoins de leur famille et préserver leur dignité. À travers leurs témoignages, ces réfugiés veulent retourner chez eux et vivre dans une région pacifiée, sécurisée et débarrassée de la guerre. Nous collaborons avec des amis burundais que nous avons rencontrés ici et tout se passe très bien. Malgré les moyens modestes dont nous disposons, nous sommes reconnaissants. Nous trouvons souvent de quoi nous nourrir grâce à la solidarité de nos frères burundais qui nous accueillent chaleureusement. Nous remercions également les autorités pour l'installation des écrans géants. Désormais, nous pourrons suivre le match de la Coupe du Monde sans avoir à payer l'entrée dans les salles de projection où nous déboursons entre 1000 et 2000 francs. Nous adressons nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à cette initiative, notamment au président Félix Tshisekedi et au président Evariste Ndayishimiye. Nous leur exprimons toute notre gratitude pour leur soutien. Dans plusieurs territoires du Nord et Sud Kivu, les populations civiles continuent de payer les prix des affrontements à répétition et de l'activisme des rebelles de la FCM23, brigade avancée de l'armée rwandaise. Les organisations internationales et régionales sont invités à redoubler les efforts pour un retour durable de la paix, ainsi veiller au respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Autre chose, une délégation des elle a été reçue par le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Koundé Kenge, au menu de leurs échanges, figurait les difficultés auxquelles sont confrontés les organes délibérants provinciaux dans leur fonctionnement. C'est un reportage de Jeanne Kalinga, Julio Piana et bienvenue Loussala. En prélude de la session extraordinaire prévue au mois de juillet 2026, une délégation des présidents des assemblées provinciales a échangé avec le président du Sénat Jean-Michel Samalou Koundé Kenge sur un certain nombre de dossiers importants et urgents. Après échange fructueux, le président de l'assemblée provinciale
du Congo central, Papi Matenzolo, est revenu sur l'essentiel de cette rencontre. La conférence des présidents va organiser une session extraordinaire du 6 au 10 juillet de cette année et que le président du Sénat est l'un des panélistes qui devrait intervenir. Nous sommes venus lui remettre l'invitation officiellement. Deuxièmement, nous avons pensé que les assemblées provinciales ont beaucoup de problèmes et que le Sénat qui nous représente au niveau national devait s'imprégner. Et aussi, nous avons abordé la question de la révision ou le changement d'imposition. Les assemblées provinciales constituent 780 députés provinciaux. Et dans ce cas-là que nous avons échangé, quelle sera la contribution des assemblées provinciales, quelle sensibilisation nous pouvons porter et quel accompagnement que nous pouvons porter pour la stabilité de notre pays. Et surtout, nous n'avons pas oublié la guerre qui sévit dans l'est de notre pays. Tout en réaffirmant leur soutien à la vision du chef de l'État pour restaurer la paix et renforcer l'unité nationale, les députés provinciaux souhaitent que le Sénat, en tant que chambre des entités territoriales, s'occupe du dossier des arriérés de leurs émoluments afin de débloquer les ressources. Des compétences désormais renforcées à la cellule de gestion des projets des marchés publics des lignes maritimes congolaises sur les procédures nationales des marchés publics en République démocratique du Congo. La cérémonie de clôture a été présidée par le directeur général de l'ARMP, Maître Claude Kayembe. On en parle dans ce reportage dessiné Rekintu Zidoya et Fiston Wabingana. Aux lignes maritimes congolaises, renforcer les compétences pour mieux gérer la commande publique. 18 cadres viennent de recevoir leur brevet de participation à la clôture d'une formation approfondie sur les procédures nationales de passation des marchés publics, organisée avec l'appui de l'autorité de régulation des marchés publics, avec en sa tête le directeur général, Maître Claude Kayembe Mbaye. Je tiens à saluer la clairvoyance de Madame le directeur général intérim, dont la vision stratégique a permis la tenue de ces assises. Son investissement dans la montée en compétences du personnel des lignes maritimes congolaises dans le domaine de la commande témoigne sans équivoque d'une exigence de rigueur et d'une volonté manifeste de veiller à la sauvegarde des deniers publics. Au front, bataille qui exige à créer davantage de cohérence entre les fonctions opérationnelles de l'entreprise et les exigences de gouvernance. Pour la directrice générale par intérim des lignes maritimes congolaises, Gisèle Mboissiem-Bouing Moupa, cette formation répond directement aux besoins internes identifiés afin de rendre les cadres plus efficaces dans l'exercice de leurs responsabilités. Au total, 14 cadres des lignes maritimes congolaises ont suivi cette formation approfondie, acquérant ainsi des compétences susceptibles de les rendre les plus opérationnels et plus efficaces à leur poste de travail respectif. Notre satisfaction est d'autant plus profonde que la formation a été assurée par l'ANP, organe technique et légalement compétent. En associant plusieurs directions à cette mise à niveau, les lignes maritimes congolaises entendent consolider une chaîne de décisions plus fluide. Les participants ont visité les règles qui encadrent la commande publique depuis l'expression des besoins jusqu'au contrôle et au paiement des marchés. Autre chose, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Kassia Badoumbula, s'est entretenue avec le directeur général de l'ENGIP et RDC, Richard Beyaïlunga. Leurs échanges ont tourné entre autres autour de l'état des infrastructures pétrolières, des investissements en cours de réalisation, également les projets d'interconnexion. Explication Erika Bomba. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Kassia Badoumbula Mbongo, a eu une séance de travail ce mercredi 24 juin avec le directeur général de l'entreprise nationale de gestion des infrastructures pétrolières en RDC. Dans ce moment, Richard Beyaïlunga a fait le point sur l'itinéraire qu'il a fait, les investissements des infrastructures pétrolières et l'interconnexion. Selon lui, cette réunion était importante pour avoir les orientations de la patronne des hydrocarbures. Comme d'aucuns le savent, l'entreprise nationale de gestion des infrastructures pétrolières est une entreprise d'État qui a été constituée pour
gérer les infrastructures existantes de logistique pétrolière, mais aussi pour développer les infrastructures avec cet accroissement en consommation de produits pétroliers et produits gaziers. Elle a pris de bon œil les revendications que l'entreprise nationale des infrastructures a portées à son endroit. Elle nous a abordé autour des différents projets structurants gouvernementaux avec les différentes infrastructures qui sont à construire dans les jours qui viennent, et elle a évoqué la possibilité d'intégrer l'entreprise nationale de gestion des infrastructures pétrolières dans ce processus de développement des infrastructures en République démocratique du Congo. Pour rappel, l'entreprise nationale de gestion des infrastructures pétrolières est une société commerciale créée le 15 janvier 2026 par le gouvernement congolais. Sa mission principale est de gérer, sécuriser les infrastructures pétrolières stratégiques du pays dans le but de renforcer la souveraineté et l'indépendance énergétique nationale. L'actualité, c'est aussi la célébration de la Journée nationale du poisson. C'était hier, le 24 juin, à Kinshasa. La Fédération des entreprises du Congo, à travers son comité professionnel des cultures vivrières, a organisé une rencontre d'échange et de sensibilisation avec les pêches de Kinkole. Nous sommes là en télé en vue de réfléchir sur le défi et les perspectives de développement de la pêche et de l'aquaculture. Reportage signé Patricia Ungu. Une célébration mise à profit par la Fédération des entreprises du Congo FEC à travers son comité professionnel des cultures vivrières, maraîchères, pêche et élevage pour organiser à Kinkole, commune de Lantsele, une rencontre mise en lumière les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leurs activités en vue d'accroître la production halieutique destinée à l'approvisionnement de la ville de Kinshasa, avec le thème de cette 59e édition consacrée à la pêche et à l'aquaculture, source insoupçonnée d'emplois et de richesses, pour étayer ces sujets. Nous devons consolider notre pays en diversifiant les domaines. Il n'y a pas que les mines, mais il y a l'agriculture, il y a les pêches, il y a toute la transformation qui va faire aujourd'hui que nous puissions consolider notre économie. Et nous ne pouvons le faire que s'il y a accompagnement du gouvernement. Présent à cette cérémonie, le Fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, était représenté par son nouveau directeur général, Luto Nzolantima. FOGEC ne peut garantir que lorsqu'il y a une organisation. Donc nous devons sortir de cette zone informelle et nuire à notre propre économie. De son côté, le premier vice-président de la FEC, Ambroise Chioyo, a encouragé le renforcement des partenariats locaux afin de soutenir ce type d'initiative et de promouvoir le développement du secteur. Notre combat, c'est de ramener tous ceux qui sont dans l'informel dans une économie formelle. Il n'y a qu'une économie formelle qui peut apporter la plus-value à notre économie d'une manière générale. Pour sa part, le directeur du cabinet du ministre Pêche et Élevage a présenté la politique du gouvernement visant à renforcer ces secteurs stratégiques essentiels à la sécurité alimentaire et au bien-être de la population congolaise. Sacrée journée internationale des veuves a été célébrée le 23 juin. Année sous le thème des droits à respecter une dignité retrouvée des veuves autonomisées. C'était l'occasion tout trouvée pour la ministre du Genre, Famille et Enfants de plaider pour la dignité, la protection et l'autonomisation des veuves en République démocratique du Congo. On voit cela avec Tété Bungoudja. C'est une commémoration marquée par un plaidoyer en faveur du renforcement de la protection des veuves et de leur autonomisation économique. D'entrée des jeux, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye Kalama, a rendu hommage au courage et à la résilience des veuves congolaises confrontées à de multiples défis sociaux, économiques et psychologiques après la perte de leurs conjoints. De nombreuses veuves demeurent exposées aux discriminations, aux pratiques coutumières rétrogrades et à l'insuffisance de protection juridique, d'où cet appel à renforcer les droits des veuves. La ministre du Genre, Micheline Ombaye, a réaffirmé l'engagement du gouvernement, celui de promouvoir les droits de veuves et de lutter contre toute forme d'exclusion dont elles sont victimes. Prenant à son tour la parole au nom de la synergie des associations de veuves et orphelins du Congo, Mado a dénoncé les nombreuses injustices auxquelles font face les veuves congolaises, notamment le cas des spoliations de biens, d'exclusion successorale
des discriminations sociales et des manques d'opportunités économiques. De son côté, le directeur général de l'ONAFEP, Désiré Isseloko, a souligné que la situation des veuves demeure préoccupante en RDC, particulièrement dans les zones affectées par les conflits armés. Il a insisté sur la nécessité d'une mobilisation collective pour garantir leur protection, leur dignité et leur épanouissement. La cérémonie s'est clôturée par la remise des pannes aux veuves présentes, un geste symbolique de solidarité et de reconnaissance envers ces femmes qui continuent, malgré les épreuves, d'assurer la stabilité et la cohésion de nombreuses familles congolaises. Je rajoute à cela que l'autonomisation d'auto-prise en charge des veuves était au cœur d'une matinée de sensibilisation et d'échanges avec cette catégorie de la population. Question de leur offrir de l'espoir. C'était à Makala, à l'initiative de la structure Espoir et Avenue du Congo. Reportage signé Ribin Kumbu et Mamita Bangulu. C'est ici, au terrain missionné, situé dans la commune de Makala, que les femmes veuves les RDC se sont donné rendez-vous afin de célébrer cette journée internationale. Tout a commencé par une journée de prière à la nation, dédiée à la paix en République démocratique du Congo. Question de fédérer toutes ces femmes veuves, les RDC, autour des institutions de la République et à soutenir les efforts de l'État congolais pour restaurer la sécurité dans l'Est du pays. Au cours de cette matinée, les coordonnateurs de la structure Espoir et Avenir du Congo, Adrien Bikamwa et les bourgmestres de la commune de Makala, Kafelio, Ngoudia, Kabongo, ont tour à tour mis l'accent sur l'importance cruciale de l'autonomisation socio-économique et des droits fondamentaux de ceux qui élèvent, telles leurs familles, ainsi qu'aux activités génératrices de revenus pour permettre aux veuves de subvenir aux besoins de leurs familles. Il est également question, au cours de cette rencontre, de les sensibiliser à soutenir les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et à la reconnaissance de son rôle central en tant que pilier de la stabilité et la cohésion nationale en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, au cours de cette grande cérémonie qui a été organisée, les veuves de toute la République démocratique du Congo ont été représentées pour implorer d'abord la grâce afin que la paix perdure dans notre pays. Deuxième aspect très important, c'était de prier pour le président de la République qui se bat bec et ongle pour le bonheur du peuple congolais. Par ailleurs, cette 16e édition de la Journée internationale des veuves se célèbre sous le thème Justice, dignité et autonomisation économique pour les veuves. Dans le reste de l'actualité, la communauté Nande réaffirme son engagement d'œuvrer pour une paix durable dans la partie est du pays. La promotion de la cohésion nationale réunie à Kinshasa. Les membres de cette communauté ont élu le nouveau comité de l'air structure placé sur les thèmes, placé sur les signes plutôt du développement et de la paix. Explication redépendant. Dans un contexte marqué par l'insécurité persistante dans l'est de la RDC, le nouveau comité de Nandé entend faire prévaloir sa voix au sein de la communauté à travers des actions en faveur du retour de la paix et la stabilité dans cette région dûment éprouvée. Mais au-delà de cette préoccupation nationale, le Kiaranda, Kinshasa, ambitionne de renforcer le bien-être et le vivre ensemble de ses membres. Placé à la tête de cette nouvelle équipe, le professeur Kasereka envisage placer des actions sous les signes de la sécurité, le développement et la paix véritable. Parmi les projets affichés figure la construction d'un siège permanent à Kinshasa, l'ouverture d'une pharmacie communautaire, l'accompagnement des initiatives agricoles, périurbaines et la consolidation des mécanismes d'entraide. De plus encore, de paix. Cette vision de la cohésion de la communauté nandée de contribuer activement au développement social et économique du pays tient à préserver les valeurs de solidarité qui caractérisent les membres de cette structure. Nous devons rester solidaires et unis les uns avec les autres pour qu'ensemble nous puissions aider les autorités, n'est-ce pas, à restaurer la souveraineté nationale à terme d'intégration de l'intégrité du territoire national et à terme aussi de sécurisation des personnes. Il faut souligner que le nouveau comité est constitué également de Chantal Kavu, Makwesa, vice-présidente, et Sosten Mourou, deuxième vice-président, pour un mandat qui s'étendra jusqu'en 2028.
Et à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la détermination des élus provinciaux à avoir des explications claires sur la gestion de la régie d'assainissement de Kinshasa a conduit et poussé le directeur général de cette entreprise publique à déposer sa démission auprès du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki. La correspondance a été lue au cours de la plénière. Reportage signé Blandine Wavingana, Junior Funzuka et Jerry Mawassa. Depuis un certain temps, la ville de Kinshasa fait face à une insalubrité criante. Suite à cela, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, conduite par la vice-présidente Germaine Chinyama, a consacré la plénière de ce mardi 23 juin 2026 en continuation de l'interpellation du directeur général de la régie d'assainissement de Kinshasa, Raskin, une façon pour les députés provinciaux d'être éclairés sur la politique d'assainissement et de gestion administrative de cette entreprise publique. Au cours de cette séance plénière, le contrôle parlementaire initié dernièrement par le député Wimankoy n'a pas pu être appliqué suite à la démission du DG de la Raskin, dont le contenu de sa lettre de démission adressée au gouverneur de la ville de Kinshasa a été lu par le rapporteur de l'APK, André Kongolo. Par la présente, je viens respectueusement vous faire part de ma décision de démissionner de mes fonctions de directeur général de la régie d'assainissement de Kinshasa, ainsi fonction que j'ai exercée conformément à la confiance que vous avez bien voulu passer à ma personne. Je vous remercie pour l'opportunité qui m'a été offerte de servir la Kinshasa et de contribuer à mon niveau aux efforts d'amélioration de l'assainissement et du cadre de vie de nos concitoyens. Après examen du dossier, la plénière a pris acte de cette décision conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. L'Assemblée provinciale de Kinshasa réaffirme son engagement à promouvoir une gouvernance responsable, transparente et efficace au service de la population. Partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, enjeux, opportunités, appropriation effective. Ces thèmes étaient au centre des échanges de la 3e grande conférence du corps de l'élite scientifique de l'IDPS, parti présidentiel focus sur les panels infrastructures avec les présidents des TIC-TEC RDC Stratégie. Reportage signé Émile Zola et Fidèle Mambweni. Dans le panel consacré aux infrastructures, Bodom Matungulu, président du think tank RDC Stratégie, a mis en lumière le rôle déterminant des infrastructures comme moteur de croissance et de transformation économique. Son intervention axée sur les infrastructures porteuses de l'économie à des infrastructures portuaires, ferroviaires et du chemin de fer. Lobito Sakanya a souligné l'importance d'investir dans le réseau moderne capable de renforcer la compétitivité du pays. Il a particulièrement évoqué le projet du corridor de Lobito et sa connexion jusqu'à Sakanya, présenté comme une opportunité majeure pouvant valoriser les ressources nationales et stimuler le développement des provinces concernées. À travers cette présentation, Bodom Matungulu a rappelé que la modernisation des infrastructures constitue une condition indispensable pour soutenir l'industrialisation du pays et attirer davantage d'investissements. Aujourd'hui, la RDC ne doit plus être perçue comme un simple réservoir de matières premières, mais plutôt comme un territoire stratégique au cœur aujourd'hui de toutes ces grandes missions politiques et géopolitiques mondiales. C'est nous le potentiel nécessaire pour réaliser ces grands rêves. Pour mieux s'approprier ce partenariat stratégique, Bodom Matungulu propose 3 piliers essentiels. Primo, la mise en place d'une structure permanente de pilotage stratégique. Secundo, renforcer la gouvernance, garantir la stabilité réglementaire et créer un climat de confiance propice aux investissements de long terme. Et tertio, inscrire ce partenariat dans une vision nationale ambitieuse à l'horizon 2060. La vraie question selon lui, c'est comment la RDC peut transformer ce partenariat en levier de prospérité, de souveraineté et de puissance pour les générations futures. Et en politique, dans une déclaration faite à la presse, l'Union sacrée de la Nation a rejeté et condamné fermement les déclarations de la CENCO et appelé les peuples congolais à être vigilants face aux menaces sécuritaires dans la partie est du pays. C'est un sujet proposé et préparé par Robin Daï Botimanga. L'hymne de l'Union sacrée de la Nation retentit dans une salle archicombre et face à la réaction de certains évêques catholiques de la CENCO, la riposte de la plateforme présidentielle ne s'est pas fait attendre. L'Union sacrée de la Nation, réunie ce mardi 23 juin 2026 au Fleuve Congo Hotel, a rendu publique une déclaration politique dans laquelle elle condamne avec la dernière énergie la prise de position de certains évêques catholiques
estimant que certains prélats ont tenu des propos incitant manifestement au soulèvement populaire et au renversement de l'ordre constitutionnel. L'Union sacrée de la nation rappelle que la République démocratique du Congo est un État laïque. À ce titre, quelques évêques de la Senko, en acquaintance avec M. Joseph Kabila et Paul Kagame et leurs supplétifs de M23 ne peuvent s'attribuer le monopole de la vérité et de la raison sur la question vitale qui engage notre destin commun. Dans cette déclaration, l'Union sacrée de la nation demande à ses évêques de faire preuve de retenue. Venus des quatre coins de la République, députés, sénateurs et présidents de regroupements politiques, les participants à cette grande réunion réaffirment leur loyauté à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Satisfaction du secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangu. Je suis satisfait, la réunion a eu lieu, la réunion de l'Union sacrée de la nation. Vous avez vu toutes les composantes. L'Union sacrée met en garde certains politiciens et rassure que le peuple se décidera le moment venu. Tout ce que les évêques ont dit, nous les avions rejetés en bloc et nous restons liés et derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le garant de la nation. Parce que nous nous alignons du côté du changement de la Constitution et nous venons rappeler à la population congolaise que nous sommes prêts pour le référendum. Cette rencontre s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. Sacrée journée internationale des veuves va être célébrée le 23 juin dernier, nous l'éditions dans cette édition du journal. À cette occasion, la Fondation Caliste Mounana a organisé une matinée de sensibilisation de l'opinion autour des droits des veuves, également à la promotion de leur autonomisation financière. On en parle dans ce reportage de Sinidi Tchala. Des années passent, mais la détermination de Nathalie Aziza Mounana de s'occuper des personnes vulnérables demeure intacte. À travers sa fondation Caliste Mounana, ministère des veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap, elle répond au quotidien dans la prise en charge des personnes nécessiteuses depuis 1989, soit 37 ans d'action sociale et humanitaire. Ce 23 juin 2026, les veuves ont été célébrées et de la plus belle manière à l'occasion de la journée internationale leur dédiée, commémorée chaque année le 23 juin. Sous les thèmes des femmes invisibles aux problèmes invisibles, la célébration a eu lieu dans le jardin du siège social de la Fondation Caliste Mounana, désignée ambassadrice de la paix, située dans la ville de Kipushi, dans le Haut-Katanga, où près de 1000 veuves ont répondu présentes. À sa prise de parole, Nathalie Aziza Mounana a salué la résilience des veuves de partout au monde, en particulier celle de la République démocratique du Congo. La présidente de la Fondation Caliste Mounana a sollicité des prières en faveur de l'État qui ne ménage aucun effort pour apporter des solutions aux problèmes des personnes vulnérables. Sans aucune discrimination, juste un cœur généreux, avec comme appel de s'occuper comme il se doit des personnes vulnérables, Nathalie Aziza Mounana a offert des pagnes à toutes les veuves et une enveloppe pour s'occuper de la couture. Et ces interrogations avant de se quitter, comment exploiter les ressources minières tout en respectant les exigences environnementales en République démocratique du Congo? Comment s'assurer d'être en règle à chaque étape de l'activité minière? À ces questions, Maître Dignité Bouiza a apporté quelques réponses à travers son vote mécoum pour une exploitation minière durable en République démocratique du Congo, officiellement présenté à Lubumbashi. C'est un reportage signé Eric Kabamba. Publié en français et en anglais, cet ouvrage de plus de 300 pages se veut un guide de référence pour les entreprises minières, les administrations publiques ainsi que les organismes de contrôle. Son objectif, traduire les exigences locales et réglementaires en procédures simplifiées et accessibles afin de promouvoir une exploitation minière plus responsable, a signifié son auteur, Maître Dignité Bouiza Wizer. Ce livre, il a 300 pages, 300 et quelques pages, et c'est en A5, donc c'est petit et c'est compact. Mais ce n'est pas une question de quantité de pages, mais c'est une question d'utilisation. Le règlement minier congolais est un règlement écrit sur du papier A4. Donc ce que j'ai fait, c'est résumer toutes les lois environnementales applicables au secteur minier, les mettre dans un livre condensé
et les présenter d'une manière pédagogique facile d'utilisation. Cette initiative a été saluée par plusieurs personnalités du secteur minier. Parmi elles, Marie-Chantal Kaninda, présidente des Glencore RDC et du conseil d'administration des Kamoto Copper Company, qui voit dans cette publication un outil susceptible de renforcer les bonnes pratiques environnementales au sein de l'industrie extractive. Pouvoir aujourd'hui écrire un livre sur la responsabilité environnementale dans le secteur minier ne pouvait pas mieux tomber. Donc c'est ainsi que en tant que personne qui est œuvrée plusieurs années dans le secteur minier, je ne pouvais que accepter de parrainer ou marrainer ce livre. La cérémonie des présentations a réuni des représentants des entreprises minières, des institutions publiques, de la société civile ainsi que des experts du secteur. Avec ses nouvel ouvrage, Maître Dignité Bouiza-Wizer enrichit davantage sa contribution, sa réflexion sur les droits et l'environnement en RDC, tout en plaidant pour une exploitation minière respectueuse des normes et du développement durable. 7h30 ici dans nos studios, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette première édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci aussi à toute l'équipe de la rédaction, à la régie. Restez avec nous, l'actualité continue en français également dans les 4 autres langues de diffusion. Excellente journée à tous et à demain.